Chers amis Twitcheuses, chers amis streamers, chères amies streameuses, bienvenue dans Fond Vert, une émission qui se tiendra tous les jeudis aux alentours de 18h30 sur la chaîne de Yannick Jadot, dans le cadre de cette campagne présidentielle, mais une émission dans laquelle on parlera politique, pas pour parler de sondage ou de la dernière manipulation ou du dernier mouvement politique, mais pour parler de fond. C'est bien le sens de cette émission Fond Vert. Fond vert, comme on sait bien aussi, c'est ce qu'on utilise quand on est en la télévision pour les effets spéciaux. On se filme sur un fond vert et ensuite on rajoute l'environnement et tout. Et on a l'habitude de considérer ce fond vert comme quelque chose qu'on ne regarde pas. Prenons-le comme une métaphore de nous par rapport à l'environnement. Pendant très longtemps, on a centré sur l'humain sans trop se demander ce qui se passait autour de nous. Ben, précisément, dans ces émissions, on va s'intéresser à ce fond. On parlera réchauffement climatique, on parlera biodiversité, on parlera vivant, on parlera biologie, on parlera paysage. Avec nous pour cette première émission, un panel de scientifiques, de passionnés de biodiversité, dans lequel nous allons aborder le sujet hautement d'actualité de la disparition des insectes. Disparition des insectes, faut-il avoir le bourdon? C'est le titre, c'est le thème aujourd'hui. Alors avec nous, Samuel Jolivet. Bonjour. Bonjour Samuel. Tu es directeur de l'Office pour les insectes et leur environnement, l'OPI. Tu nous parleras un peu de ce que c'est, de ce qu'on fait à l'Office et puis comment tu t'es retrouvé là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut dire des insectes? Avec nous Stéphanie Thiebaud. Bonsoir. Stéphanie, tu es paélo et archéobotaniste, directrice de l'Institut national écologie et environnement, l'INE, de 2013 à 2021. Donc c'est un institut du CNRS que tu as dirigé pendant 8 années et tu es directrice de recherche au CNRS. Et puis, ce sont les deux invités de plateau. Et avec nous, en visioconférence, un personnage qui est un peu une légende vivante pour les amateurs de biologie, du vivant, d'évolution des espèces, toute la communauté autour du Muséum national d'histoire naturelle de Paris, le MNHN. Il s'agit de Pierre-Henri Gouillon, biologiste, professeur au MNHN, mais aussi professeur à Sciences Po et professeur à AgroParisTech, mais aussi membre du comité éthique pour la recherche médicale et en santé de l'INSERM, mais aussi membre du comité de veille écologique de la Fondation Nicolas Hulot, mais aussi du conseil scientifique du comité de recherche et information indépendante sur le génie génétique. Bref, un cumulard, plein de casquettes, bien connu pour son enthousiasme et pour le fait qu'il n'a pas sa langue dans sa poche. Bonsoir Pierre-Henri. Bonsoir. Alors, chers amis, si vous voulez bien, avant de parler de ce thème de l'effondrement des insectes, parlons un peu des insectes, si vous voulez bien. Pour cette émission, j'ai apporté un livre pour enfants, du genre de ceux que j'ai utilisés pour mes enfants, j'utilise encore pour la plus jeune de mes enfants, Au royaume des insectes, dans lequel on voit bien toute la diversité de formes, de couleurs, de comportement, de tout ce monde des insectes. Alors ici, bien sûr, pas l'insecte, mais son prédateur. Un monde dans un environnement qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus varié que ce qu'on peut avoir l'habitude de voir. En préparant ce thème, je me suis aussi souvenu d'une nouvelle qui m'avait beaucoup impressionné quand j'étais ado, la nouvelle de Dino Buzzati, Douce nuit, je ne sais pas si ça vous parle à l'un et à l'autre, ou à Pierre-Henri. Une nouvelle dans laquelle Buzzati évoque une douce nuit à la campagne. Alors il y a un couple qui admire le jardin où tout est poésie et calme divin, et puis Buzzati met en contraste la poésie et le calme divin tel que vu par le couple et ce qui se passe en réalité dans le jardin à une autre échelle. Je lis un petit extrait. Tout dans le jardin était poésie et calme divin. Une seringue empoisonnée s'enfonça dans la pulpe tendre d'un escargot qui s'acheminait vers le jardin potager. Il réussit à parcourir encore 2 centimètres avec la tête qui lui tournait, et puis il s'aperçut que son pied ne lui obéissait plus, il comprit qu'il était perdu. Bien que sa conscience fût obscurcie, il sentit les mandibules de la larve assaillante qui déchiquetait furieusement des morceaux de sa chair, creusant d'affreuses cavernes dans son beau corps gras et élastique dont il était si fier. Dans la dernière palpitation de son ignominieuse agonie, il eut encore le temps de remarquer, avec une lueur de réconfort,
que la larve maudite avait été harponnée par une araignée loup et lacérée en un éclair. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tout à fait bucolique. Tout à fait bucolique. Qu'est-ce que ça t'inspire, Samuel? Et parle-nous un peu de ce monde à échelle des insectes. Eh ben, ça m'inspire effectivement les scènes qu'on peut observer dès qu'on se penche un petit peu sur ces petits êtres qui sont autour de nous. Les insectes sont partout. C'est un groupe qui est apparu il y a 400 millions d'années, donc à des temps complètement immémoriaux à l'échelle humaine. On en compte 1,3 million, 1,5 million de décrits à l'heure actuelle et on estime qu'on pourrait en décrire encore le double facilement, voire certaines estimations jusqu'à 10 millions. C'est montrer à quel point ils sont complètement majoritaire sur la biodiversité animale. On a l'impression que c'est un animal sur 8, un animal sur 7 en fonction des estimations. Rien qu'en France, on est entre 40 000 et 50 000 espèces différentes. C'est énorme comparativement aux oiseaux, on va être aux alentours de 400 espèces. C'est vraiment un groupe qui a sa place à tous les niveaux autour de nous, dans la nature, que ce soit la nature de proximité ou la nature un peu plus grandiose dans les parcs et les réserves. Et c'est un groupe qui a des formes, des couleurs absolument fascinantes. Comme tu le montrais là sur ce livre pour enfants, c'est un sujet parfait pour aborder avec pédagogie la vie et la nature auprès des enfants parce que ça bouge. Ça a des superbes couleurs, des formes complètement dingues et rien que dans son jardin, on peut faire un safari en cherchant les petits insectes avec sa loupe et son œil acéré. On se souvient de l'émoi qu'avait provoqué le film Microcosmos quand il était arrivé en regardant à nos pieds littéralement les toutes petites créatures. Tout à fait, oui, et puis accompagné d'une superbe musique qui faisait voyager les gens en même temps qu'ils observaient des choses parfaitement mises en scène par Nurizzani et Perrineau. C'était vraiment un film qui a mis en valeur les insectes à ce moment-là. Et puis après, il y a eu plein d'autres artistes qui ont fait des choses géniales. Hein. On se rappelle des petits dessins animés minuscules là, qui étaient très amusants. Minuscules, oui, tout à fait, bien sûr. Et puis plus récemment, avec les techniques modernes de captation d'images, on a des choses absolument extraordinaires. Pour rappel, hein, les insectes d'abord, combien de fois on me l'a demandé, mais comme on sait bien, les araignées ne sont pas des insectes. Alors, qu'est-ce qui constitue les insectes exactement? Alors, la différence principale entre l'araignée et les insectes, c'est qu'il y a une paire de pattes en trop chez les araignées. Les insectes, 6 pattes, et les araignées, 8 pattes. Mais il y a des choses un peu plus profondes. Par exemple, les insectes ont le corps séparé en 3 parties. Une tête, un thorax, un abdomen. Sur la tête, on va avoir les yeux, les mandibules, les antennes. Sur le thorax, on aura les 6 pattes et les 2 paires d'ailes, ou un peu moins s'ils ont perdu l'utilité. Et puis l'abdomen qui, en général, n'est pas orné. Et puis les araignées, elles sont en 2 parties. Le céphalothorax avec les yeux et les antennes, qui portent aussi les pattes. Et l'abdomen qui, lui, va porter seulement les filières, ce qui leur permet de faire... Et si on veut subdiviser les insectes, alors dire qu'il y a tant de catégories, de grandes catégories d'insectes, c'est quoi là, une bonne classification? Alors, donc la classification va les enfermer dans des groupes qu'on nomme un peu savamment les odonates pour les libellules, les lépidoptères pour les papillons, les orthoptères pour les criquets, sauterelles, etc. Et donc il y a tout un tas d'ordres qui permettent de classifier nos chers insectes. Les coléoptères, les scarabées qui est le groupe le plus nombreux. Et donc les spécialistes des insectes en général ne sont spécialistes que d'un seul ordre, voire d'une famille, parce que c'est tellement complexe, il y a tellement de choses à connaître qu'on ne peut pas être omniscient sur les insectes. Toi, par exemple, tu es spécialiste de telle ou telle variété d'insectes, ou exactement comment tu t'es retrouvé à l'OPI? Ça a été un parcours à rebond. Dans ma jeunesse, j'ai toujours été très, très observateur de la nature. J'ai eu la chance de grandir avec une aubépine sous ma fenêtre dans laquelle je voyais tous les oiseaux du coin venir me dire bonjour quand je ne révisais pas mes cours. Et donc je suis devenu ornithologue amateur
dans mes jeunes années. Et en suivant une réserve naturelle pour la LPO, un matin, je suis tombé en admiration devant une quantité de libellules présentes autour de cet étang. J'avais 19 ou 20 ans. Et à ce moment-là, je faisais un stage dans un labo du CNRS à GIF où Jean-Louis Domanger, le spécialiste des libellules, était technicien. Et du coup, je lui ai parlé de cette expérience. Il m'a dit, écoute, moi j'ai une association qui s'appelle la Société Française d'Odonatologie. Si tu veux, je peux te prendre en stage, je t'apprendrai comment on étudie les libellules, etc. Et c'est ce qui s'est passé plus tard. Et je suis rentré là-dedans un peu comme ça, par hasard, par cette rencontre. Et depuis, j'en suis jamais sorti. Voilà. Stéphanie, le monde des insectes, tel que tu as pu le voir à travers des expériences, des recherches, instituts que tu as dirigés, un premier souvenir fort? Oh, il y en a tellement, je voudrais, justement, on en parlait de l'Institut de recherche sur la biologie de l'insecte, l'IRBI à Tours, qui est aussi un centre de recherche tout à fait exceptionnel, justement, sur la vie des insectes. Mais l'intérêt, c'est que, si tu veux, en écologie, comme le disait notre ami, on ne connaît pas encore les choses, si tu veux. On connaît toute petite portion des espèces, etc. Et le problème, c'est qu'on a tellement à découvrir que c'est extraordinaire. Et à chaque fois qu'on fait une découverte, ça nous envoie sur une autre découverte, si tu veux. Et ça, et le monde des insectes là-dessus est fantastique, mais très angoissant, parce qu'on y reviendra tout à l'heure. Ce qui se passe actuellement, comme tu disais, on a le bourdon, mais c'est plus que le bourdon, si tu veux. Le cafard aussi. On a le cafard. Le cafard. Alors les insectes, et puis c'était bien cette Alors introduction. avant de se lancer dans le bourdon et le cafard, un petit peu plus sur le positif des insectes, si je puis dire. En tout cas, comment est-ce que ça interagit avec nous, avec le vivant? Je pense que Pierre-Henri va beaucoup parler là-dessus, et ça, je le remercie par avance. Et ça interagit, on va le voir, s'il y a de la vie aujourd'hui, si on mange, si on vit, si on peut se promener, etc., c'est parce qu'il y a des insectes. Si on parlait des scarabées et autres, mais tous les bousiers, qui est-ce qui mange les excréments? Les excréments. Sur quoi on marcherait s'il n'y avait pas les insectes? Comment est-ce qu'on mangerait des pommes s'il n'y avait pas les insectes? Comment est-ce qu'on se nourrirait s'il n'y avait pas les insectes? Et est-ce qu'il y aurait des oiseaux s'il n'y avait pas les insectes? Non. Non. Donc on est complètement dépendant des insectes. Pierre-Henri, qu'est-ce que tu peux nous dire sur des faits ou des anecdotes pour nous convaincre que sans les insectes, littéralement, nous sommes morts? Pour reprendre une image scatologique de Stéphanie, quand les Australiens ont importé des moutons, les moutons se sont très bien portés en Australie, comme vous le savez, c'est un lieu de grand élevage, mais au bout d'un moment, leurs crottes ont commencé à envahir le sol, parce qu'il n'y avait pas les bousiers spécialisés dans les crottes de moutons. Et il a fallu d'urgence importer les bousiers spécialistes. Sinon, l'Australie serait devenue juste un immense continent plein de crottes de moutons. Vous voyez, donc on ne peut pas, vous voulez des anecdotes, on en a des comme ça. Hein. Il y a d'autres anecdotes moins drôles. En Chine, il y a des endroits où il n'y a plus de pollinisateurs pour les arbres fruitiers. Et donc, il y a une vidéo tout à fait extraordinaire qui se trouve sur le web, où on voit les gens qui pollinisent les arbres à la main avec des petits pinceaux en plumes pour mettre le pollen sur les arbres fruitiers. Sinon, il n'y a pas de fruits produits. Donc voilà des histoires où les insectes sont essentiels, on en a plein comme ça, et je pourrais vous en parler pendant des heures parce qu'il y a des insectes avec des relations avec les plantes incroyablement spéciales. Hein. Il y a les figuiers, il y a 1000 espèces de figuiers parce qu'il y a 1000 espèces d'insectes dont chacune pollinise 100 espèces de figuiers, et ces insectes ne vivent que dans les figues, sauf quelques heures où ils passent d'une figue à l'autre, et de manière à transférer le pollen évidemment. Donc voilà, il y a plein d'histoires extraordinaires sur les insectes et sur la nécessité absolue pour l'ensemble du monde vivant. Et puis ça nourrit les oiseaux, mais ça nourrit aussi des tas d'autres trucs, hein, des mammifères, des reptiles, des batraciens. Les insectes ont un rôle énorme dans la vie des écosystèmes. Et puis d'ailleurs, il y a aussi un rôle, c'est qu'ils mangent, alors évidemment ça nous embête un peu, qu'ils mangent les plantes quand c'est des plantes qu'on cultive, mais d'un autre côté,
Et les insectes contrôlent toute une série de plantes qui deviendraient extrêmement envahissantes si on n'avait pas ces insectes. Oui, on pense aux insectes d'abord comme une nuisance pour l'agriculture. Très important, c'est que les insectes mangent d'autres insectes. Vous voyez, par exemple, les coccinelles, ça mange des pucerons. Donc si on tue les coccinelles, après, les pucerons prolifèrent, et du coup, on prétend qu'on a absolument besoin de néonicotinoïdes pour se débarrasser des pucerons. Ah, on va y venir, alors, aux fameux néonicotinoïdes, ça va faire partie des grands thèmes de l'émission, mais on retient les insectes, outre le premier réflexe que de dire qu'ils nous embêtent à manger nos récoltes. En vrai, sans insectes, pas de pollinisation, c'est tellement et tellement de nos récoltes de fruits qui s'écroulent. Sans insectes, il y a des plantes invasives qu'on ne sait pas contrôler. Sans insectes, il y a d'autres insectes qu'on ne sait pas contrôler. Des questions de recyclage et autres qui sont juste majeures. Samuel, est-ce qu'il y a un insecte en particulier qui te fascine ou auquel tu as envie de nous donner un relief particulier ce soir? Bah écoute, moi, l'insecte qui me fascine, c'est la libellule. Un insecte tout droit sorti des temps préhistoriques. On a retrouvé des fossiles de libellules qui devaient faire 70 cm d'envergure. Wow. Tu imagines le bestiau quand ça t'arrive dessus. C'est un insecte qui est aquatique. On ne la connaît en général que par sa phase adulte aérienne qui fascine au bord des ruisseaux et des étangs, mais toute la vie larvaire de la libellule s'est passée dans l'eau et c'est 80-90% de son temps de vie prédateur. Qui va donc contrôler les moustiques, par exemple, ou d'autres invertébrés qu'elle va rencontrer dans son milieu, et puis qui va un beau jour sortir de l'eau, s'accrocher à une tige, et puis en quelques heures, s'extraire de sa dernière mue larvaire pour devenir cet insecte ailé absolument fabuleux, avec des couleurs chatoyantes, capable de faire des prodiges aériens, avec des yeux composés à 20 000 facettes, qui sont les yeux les plus importants de tout le monde animal. Voilà, moi c'est ça qui me fascine. La libellule, ton petit insecte fétiche. On t'offrira une broche, si on en trouve une, broche libellule, on trouvera certainement. C'est quoi l'insecte que tu as mis ce soir sur ton revers, Stéphanie? À ton avis? Ça ressemble à une abeille. Absolument. Parle-nous des abeilles. On a mis dans un petit coin là oui, moi, deux images dont Maya l'abeille. Mon préféré, c'était la mouche qui me fascine personnellement, parce que les mouches, il y en a partout. C'est le côté blob de la mouche qui est fascinant. Alors la mouche peut être tueuse. Hein, le côté blob de la mouche. Il y en a partout des mouches. Elles se reproduisent partout à tel point que, en fait, au départ, on croyait que c'était la génération spontanée. Ah oui, tout à fait. Il y avait la théorie de la mouche qui naissait spontanément de l'air comme Absolument. Ça. Et à tel point que même, c'est la grande angoisse des navettes spatiales, parce que le seul truc qu'on retrouve de vivant dans les navettes spatiales, c'est les mouches. Donc c'est le... Voilà. Tu veux dire quand tu as une navette spatiale qui revient ils sont très angoissés à chaque fois de trouver des mouches, alors. Parce qu'ils en ont trouvé effectivement. Donc c'est pour ça que j'avais apporté une petite mouche. Mais je veux bien parler de l'abeille. Et d'ailleurs j'ai apporté, alors je ne sais pas quelle est la caméra qui... Ici peut-être. Ici, je ne sais pas si on voit ce livre. Abeille, une histoire intime avec l'humanité. Voilà. Et donc, je pense que c'est une espèce qui fascine. Alors, bon, l'abeille, tout le monde connaît, tout le monde en parle. Et pardon, c'est une publication CNRS Cherche Midi, éditeur, voilà, sous la direction de Jean-Claude Amessen, qui est très connu des amateurs de vulgarisation scientifique. Et c'est sous la direction de Martine Régère, avec des grands chercheurs comme David Biron, Jean-Marc Bonmatin, Dorothée Ducy, Lionel Garnéry, Martin Durfa, Delphine Julien, Arnaud Zucker. Voilà, j'espère que j'en ai pas oublié. Et c'est l'histoire de l'abeille depuis l'origine. C'est-à-dire que les hommes préhistoriques récoltaient du miel, etc. Donc il y avait vraiment déjà une proximité avec les abeilles et tout le problème qu'il y a aujourd'hui avec les néonicotinoïdes et notamment qui les font mourir. Enfin. Alors, on va y venir dans quelques instants. Mais l'abeille, les services rendus par les abeilles, c'est formidable. En dehors d'être un pollinisateur exceptionnel, c'est elles qui fournissent le miel. Et le miel, les Romains ne connaissaient pas le sucre, ils connaissaient le miel. Les Gallo-Romains, etc., tout ce qui était les vins, etc., tout était à base de miel, y compris comme conservateur.
Donc voilà, c'est toute cette histoire de l'abeille dans ce livre que je vous recommande fortement. Voilà. Une vraie histoire dans laquelle le développement des pratiques humaines a été complètement influencé, dépendant de ces insectes. Alors avant d'aller sur le cœur qui est l'effondrement, j'ai une question. Je me souviens quand j'étais étudiant en train de fouiller dans les bouquins scientifiques ici et là, je suis tombé un jour sur un bouquin qui m'a fasciné, gros bouquin qui s'appelait Hot-Blooded Insects. Alors que je vous demande, qu'est-ce que ça veut dire insecte à sang chaud? On a l'habitude de dire que c'est nous autres mammifères qui sommes à sang chaud, ou les oiseaux aussi, on ne pense pas aux insectes. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des recherches sur le métabolisme des insectes encore maintenant? Je crois que l'insecte est un sujet de recherche en physiologie, en physionomie qui est infini. Pour revenir encore sur les libellules, elles sont capables de faire chauffer leur corps rien qu'en faisant des petits mouvements d'ailes qui leur permettent d'atteindre la température suffisante pour pouvoir s'envoler. Les abeilles, d'ailleurs petite colle au passage sur les abeilles, combien il existe d'abeilles sauvages en France? Tu me poses une colle. L'abeille qui produit le miel qu'on élève, qui sert à l'apiculture, c'est une espèce. Et il y a quelques centaines? Ouais, un bon paquet de centaines qui arrive à faire 1 millier en fait. 1 millier, d'accord. On a 1 millier d'espèces d'abeilles sauvages en France, tout confondu, qui sont pas forcément sociales, la plupart sont solitaires, etc. Et donc elles aussi sont capables de réguler la température grâce à leur vrombissement musculaire. Collectivement, et collectivement. Pierre-Henri, tu voulais ajouter quelque chose? Ah oui, c'est que les abeilles asiatiques, elles ont même trouvé un truc génial, c'est qu'en se mettant en grappe autour d'un frelon, elles chauffent tellement qu'elles arrivent à faire mourir le frelon. Elles le cuisent. Ouais. Incroyable, extraordinaire, le micro-ondes façon abeille. Ouais. Abeille. Alors, comportement extraordinaire aussi, et là, vous avez lancé aussi le sujet, mais on ne va pas le développer aujourd'hui, de l'intelligence collective, qui est quelque chose d'absolument juste fascinant, les termites, les abeilles, les insectes sociaux, sur lesquels il y a eu aussi des recherches extraordinaires, des prix Nobel sur la façon dont les abeilles communiquent entre elles, la fameuse danse qu'elles font en espèce de 8 pour indiquer à leurs consoeurs où se trouve le miel, et s'il y a un danger. Je me souviens d'un exposé de quelqu'un qui racontait... Où se trouve le pollen, oui. Pierre-Henri, pardon, le pollen, j'ai dit n'importe quoi, oui. Le pollen et le nectar. Et le nectar. Et le nectar. Je me souviens d'un scientifique qui parlait de ses recherches sur le signal qu'une abeille donne si elle voit une autre abeille qui est en train d'indiquer à leur consoeur un endroit qu'elle sait être dangereux. Elle va lui donner une sorte de coup de signal pour la freiner dans sa recommandation aux consoeurs. En tout cas, quelque chose de fascinant. Mais allons-y maintenant dans le cœur du sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est l'effondrement des abeilles. Tout ce monde fascinant, l'effondrement des abeilles, l'effondrement des insectes, tout ce monde fascinant se retrouve aujourd'hui menacé. Pierre-Henri, qu'est-ce que tu peux nous dire et nous évoquer sur ce sujet de l'effondrement des insectes? Oui, merci Cédric, merci d'organiser ce Twitch, et je pense que c'est intéressant qu'on parle de tout ça, surtout qu'actuellement il se passe vraiment beaucoup de choses là-dessus. Moi, je voulais recommander aussi un livre que je n'ai pas apporté là, mais c'est un livre qui s'appelle « Et le monde devint silencieux ». Mais moi je l'ai apporté, donc tu vois, voilà. Ah, super, bravo. Le livre de Stéphane Foucault. Et donc, voilà, on pourrait en parler des heures, je vais essayer d'être très rapide. Premièrement, l'effondrement des populations d'insectes au niveau du monde entier est remarqué. Et il ne faut pas croire que ça soit seulement dans certaines zones. En Europe, donc je vais juste vous donner un résultat, en Europe, au cours des 27 dernières années, dans les zones protégées européennes, on a perdu plus de 75% de la biomasse d'insectes en 27 ans. Donc, dire qu'on perd 75% de la biomasse d'insectes volants, dire qu'on perd 75% de la biomasse en 27 ans, ça veut dire que si on recommence pendant encore 27 ans, il ne va plus rester grand-chose. Hein. En gros, c'est une génération, 27 ans, c'est une grosse génération d'humains. Et donc, division par 4. Voilà, moi qui suis d'un âge avec grand-père, si j'avais eu la mauvaise idée de me reproduire, vous voyez, je serais déjà dans une durée dans laquelle on voit les gens qui sont jeunes actuellement, quand ils seront grands-parents, si jamais on continue comme ça, il n'y aura plus rien. Mais il faut bien voir, il y a deux choses à dire. Premièrement, les insectes s'effondrent, mais les autres aussi. C'est tout le monde qui s'effondre en fait. Hein. Les insectes
Et d'une part parce que les insectes s'effondrent et que les insectes nourrissent plein de monde, et d'autre part parce qu'il y a des causes communes à l'effondrement des populations d'insectes et puis des autres. Et je n'ai pas le temps de vous faire du suspense. S'il y a une cause majeure à la disparition du monde vivant actuel, c'est l'emploi systématique et massif de pesticides dans les zones agricoles, pesticides qui ensuite sont emportés par les eaux, par le vent, etc., partout, y compris dans les zones protégées. Donc, alors on a essayé de nous le cacher. Il y a des gens qui s'appellent les marchands de doute, hein, c'est des sociologues qui ont donné ce nom-là à ce type d'activité, qui sont payés pour faire de l'ingénierie sociale et pour se débrouiller pour qu'on ne le sache pas, et ça marche. C'est-à-dire qu'actuellement, eh bien, quand on regarde les causes de disparition officielles des formes vivantes, eh bien, on trouve plein de choses, et il y a un organisme, vous savez que pour la biodiversité, il y a un équivalent du GIEC, hein, le GIEC c'est pour le climat, pour la biodiversité, eh bien, l'équivalent il s'appelle l'IPBES, hein, c'est donc une antenne des Nations Unies qui s'occupe de biodiversité. Quand vous regardez le rapport de l'IPBES, il vous montre que tout s'effondre, ça, il n'y a pas de problème, mais après, quand on regarde les causes, eh ben, vous ne voyez quasiment pas les pesticides, ils sont cachés derrière des sous-rubriques, etc. Alors, attends, ouais. Parle-nous donc les causes dans ces rapports de l'IPBES, les 5 causes habituelles, on va dire, selon lesquelles tout est classifié. Est-ce qu'il peut nous rappeler? Alors, il doit y avoir l'usage des terres, le réchauffement climatique, la surexploitation, les invasions, les espèces invasives et la pollution. Je pense que là, on a les 5. C'est exactement ça. Le changement climatique, hein. Et puis, il y a une 6e catégorie qui s'appelle. Du coup, quand on regarde des solutions, eh ben, c'est par rapport à ces 5 causes-là, et du coup, il n'y a pas la solution la plus urgente à faire, qui est d'arrêter d'empoisonner le monde entier avec des produits qui sont faits pour tuer. Et je voudrais insister là-dessus, c'est que récemment, il y a eu une publication que je trouve surréaliste, et je t'en ai déjà parlé, Cédric, hein, publiée par les entreprises qui produisent des pesticides, et qui disent que, en gros, 80% des produits utilisés dans l'agriculture, et quand je parle de 80% des produits utilisés, c'est insecticides, mais aussi fongicides, qui luttent contre les champignons, et herbicides. Et bien 80% de ces produits tuent les abeilles. Or, je voudrais que vous compreniez bien une chose, si une molécule est faite pour, prenons le Roundup, enfin, le glyphosate, c'est fait pour tuer des plantes. Si ça tue les abeilles, ça veut dire que ça tue tout le monde. Parce que les abeilles, c'est un animal parmi d'autres et c'est loin des plantes sur le plan biologique. Donc si un truc tue les plantes et tue les abeilles, ça veut dire que ça tue au moins tous les animaux. Donc en réalité, de l'aveu même des entreprises, ça serait des écolos qui auraient fait cet article-là, tout le monde dirait qu'ils exagèrent, mais là c'est signé par les ingénieurs de toutes les grandes boîtes, Bayer, BASF, Dow Chemicals, etc., qui signent ensemble un truc disant que 80% de leurs molécules, et quand je dis 80%, hein, dans le détail, c'est 75% des fongicides, 78% des herbicides et 92% des insecticides. Ouais. Donc en fait... Merci au passage. Ouais, Pierre-Henri, tu m'avais donné ce truc. Évidemment, c'est toujours... En politique, on est toujours ravi quand on peut citer l'adversaire même. C'est comme ce qui ne permet pas à l'adversaire de répliquer. Donc, sans parler ici forcément d'attente, quand on a l'étude émanant du secteur de l'agrochimie qui explique que telle et telle molécule ne passe pas le test de toxicité, ne passerait pas le texte de toxicité, si on l'appliquait à un vrai texte de toxicité, c'est plein béni pour une argumentation politique. C'est pas béni pour nous. Ce que je trouve surréaliste, c'est d'une part que devant ce résultat, il y a eu un silence poli. Assourdissant. Hein. Assourdissant silence. Il n'y a pas un seul gouvernement européen, puisque c'est un test européen qu'ils étaient en train de regarder. Il n'y a pas un seul gouvernement européen qui ait demandé aux boîtes de nous donner la liste, parce qu'ils nous disent de proportion, mais évidemment ils ne nous disent pas lesquelles. C'est-à-dire que nous, chercheurs, on est obligés de travailler comme des malades pour voir pour montrer que le Roundup tue les oiseaux, etc. Donc on le fait, et c'est un travail de fou, alors qu'eux, ils ont déjà les résultats, ils ont beaucoup plus de moyens que nous pour faire ce genre de choses, et ils ne les communiquent pas, ils communiquent juste les proportions. Évidemment, ils communiquent les proportions pour dire qu'il ne faut pas faire ce test, parce que sinon, ils ne pourront plus vendre leurs produits. Moi, je trouve qu'on est dans une situation incroyable, où on sait très bien qu'on est en train d'empoisonner le monde entier, et où on continue, parce qu'il y a des forts intérêts économiques là-dessus. Je pense qu'il va vraiment falloir que ça change, et c'est vrai qu'on ne peut pas interdire tous les pesticides d'un coup, mais on a mis en place des plans, il y a eu un plan éco-phyto il y a
y a une douzaine d'années qui a été lancé, et le but c'était de réduire de 50% la quantité de pesticides produits, et ben c'était en 10 ans, au bout de 10 ans, on avait augmenté de 25% la quantité de pesticides produits, et quasiment tout l'argent de ce plan était parti pour faire autre chose. Et donc actuellement, il faut quand même bien voir ça. Il y a des gens dans le monde de l'agrochimie et dans les dirigeants de la profession agricole qui distraient l'argent qui est fait pour éviter les pesticides et qui s'en servent pour autre chose. Et donc actuellement, il y a quand même une forte culpabilité d'un certain nombre de gens parmi nos dirigeants et parmi les dirigeants des grandes structures agricoles qui sont tout à fait responsables de ce qui se passe et responsables du fait que la profession n'est pas préparée. Quand les producteurs de betteraves nous disent « Ah ben oui, on ne peut pas se passer de néonicotinoïdes parce que sinon il y a trop de pucerons sur nos betteraves », eh ben, ça fait 15 ans qu'ils auraient dû essayer de trouver des solutions et ils ne l'ont absolument pas fait. Donc il faut arrêter de dire on n'a pas de solution, il faut les chercher, les solutions. Et je pense qu'il y a quand même des moyens incitatifs très faciles de dire aux agriculteurs on va vous aider si vous arrêtez les pesticides, on vous donnera des assurances contre les pucerons, etc. Mais en revanche, si vous ne les arrêtez pas, ben, les ennuis, vous allez avoir des ennuis. Et là, à ce moment-là, ça va avancer. Mais tant qu'on dit aux gens vous pouvez continuer comme ça, vous n'inquiétez pas, ben, ils continuent comme ça. Et évidemment, surtout que la profession d'agriculteur, c'est une profession très difficile. Et les agriculteurs sont soumis à de très nombreuses contraintes. Si on ne les aide pas à changer, ils ne pourront pas changer. Alors, ça a le mérite de la clarté, cher Pierre-Henri, tout ça, et de brosser un tableau qui, on va dire, nous met dans le cafard au carré, peut-être, ou qui, au contraire, stimulera pour partir au combat. On voit qu'il y a là un grand nombre de thèmes qu'on va explorer, discuter un petit peu ensemble. D'abord, il y a l'effondrement en soi. Tu nous as parlé de ces chiffres terribles où on perd pareil, jusqu'à 75% en 27 ans dans certains territoires, c'était le chiffre que tu citais. Il y a la question des causes, et tu as insisté en particulier sur les pesticides, il y a ces autres causes aussi. Et puis il y a cette question de qu'est-ce qu'on fait, quel remède. Je dirais que ces trois axes, ça va pouvoir alimenter notre discussion. Et j'aimerais savoir, et j'imagine que sur les trois, que le CNRS va être force de proposition et de recherche, aussi bien sur l'analyse de l'effondrement que sur les causes, que sur les remèdes. Stéphanie, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que d'une part, et c'est l'intérêt de l'écologie, c'est que c'est une discipline encore relativement jeune, donc on a tout à chercher et tout à trouver. Et donc, on a installé avec le CNRS ce qu'on appelle des zones ateliers, justement. Et il y en a une, la zone atelier Val-de-Sèvres, où sur 8000 hectares, c'est pas rien, hein, avec justement un certain nombre d'agriculteurs, le conseil régional et le département, on a, et notamment sous la houlette de Vincent Bretagnol et de son équipe, pu faire des tests grandeur nature. Alors ce qui s'est révélé, c'est que d'abord aussi, il faut bien voir qu'aujourd'hui, il y a une grande perte de biodiversité, etc. Mais on va vers un effondrement, la 6e extinction, etc. Mais il faut voir aussi que la nature, c'est quelque chose de très résilient, c'est-à-dire beaucoup plus que l'homme. On voit bien avec ce virus, dès qu'il y a un truc qui mute, etc., il se recompose. Donc, à la limite, on pourrait dire, bon, ben, il n'y a pas de problème, etc. Alors, je ne veux pas être trop pessimiste. Si on continue comme ça, ce n'est pas la nature qui va disparaître. C'est l'Homo sapiens qui ne va pas pouvoir s'adapter. Mais ça, c'est un autre problème. Je reviens à ma zone... que tu n'es pas trop pessimiste, hein, parce que si tu étais trop pessimiste, on se demande ce que ça serait. Ce que je veux dire, c'est que la nature se réinvente. Et effectivement, en 10 ans, et j'ai apporté justement ce livre qui s'appelle... Donc là, c'était Vincent Bretagnol, que tu citais il y a quelques instants. Qui est paru aux presses du CNRS et qui est réconcilié nature et agriculture. Et c'est donc le fruit d'une dizaine d'années de recherche avec plus de 450 agriculteurs, où il y a eu des zones qui ont été mises sans intrants, sans pesticides et sans engrais, avec des techniques agricoles. Parce que finalement, les engrais ou les pesticides, qu'est-ce que ça veut dire? C'est à la fin Pierre-Henri, tu me reprendras si je dis des bêtises, hein, c'est à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'industrie chimique qu'il fallait avoir des choses très rapides, etc. Mais en fait, on ne se repose pas la question de pourquoi on les utilisait. Et surtout, en fait, il suffit... Comment on faisait avant? Comment on faisait avant? Hein? Comment on faisait avant? Comment on faisait avant? Bon, et il y a toute une façon
relativement d'agroécologie, hein, c'est le retour d'ailleurs, c'est ce qu'on fait maintenant pour essayer de retrouver, de façon à que justement, en mélangeant diverses cultures, en faisant des assolements, etc., en laissant reposer, et il s'est avéré qu'au bout en 20 ans, parce que c'est plutôt sur 20 ans que ça s'est passé, finalement, les rendements au début ont effectivement plongé, il a fallu compenser pour les agriculteurs, ce qui est logique, sauf qu'aujourd'hui, les rendements ont repris et les agriculteurs sont ravis, ceux qui ont suivi justement toutes ces recherches, tout simplement parce qu'ils n'ont plus à payer de produits chimiques à mettre, etc. etc. Et donc, leurs rendements, ils sont aussi bons qu'avant, sauf qu'ils gagnent de l'argent parce qu'ils n'ont plus à dépenser de produits chimiques. Donc, il y a des solutions. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Et ça, là-dessus, je ne sais pas si on y reviendra, mais je pense que l'éducation, la formation... On y reviendra, bien sûr. Est quelque chose aujourd'hui de fondamental, parce qu'on ne peut pas en vouloir aux gens quand on les a formés comme ça, éduqués comme cela, leur dire tout ce qu'on vous a appris, c'est faux, c'est pas vrai, il faut faire autrement. Et comme le disait Pierre, il faut accompagner les gens, et je pense que là, il y a un vrai travail de fond, et même pour les chercheurs, hein, pour l'instant, tout n'est pas réglé, ce serait trop beau si on avait la solution comme ça, mais je pense que vraiment, on commence à avoir des solutions, des vues très, très intéressantes. Je ne sais pas si j'ai répondu ou pas, mais... Bien sûr, bien sûr. Pierre-Henri, un commentaire? Oui, je voudrais juste lancer ce que dit Stéphanie sur le avant. Effectivement, avant la Deuxième Guerre mondiale, la France n'était pas autosuffisante sur le plan agricole. Donc, on ne veut pas retourner à cette agriculture-là. Mais heureusement, aujourd'hui, on a des connaissances, et particulièrement justement des connaissances en agroécologie, qui permettent de faire des très bonnes productions avec une dose d'intrants, disons en tout cas très réduite. On ne peut pas complètement se passer de pesticides. Même les bio ne se passent pas complètement de pesticides, ils mettent du sulfate de cuivre par exemple. Mais la quantité de pesticides qu'on emploie actuellement est absolument déraisonnable, et la nature de ces pesticides est très dangereuse. C'est des pesticides dont certains agissent au nanogramme. Et avant, une chose quand même qu'on peut reprendre, c'est dire quand on traite, il faut traiter que parce qu'on a besoin. Aujourd'hui, dans les zones de grande culture, on ne sème jamais une semence sans qu'elle soit enrobée de pesticides. Toutes les semences qui sont semées sont enrobées de pesticides. C'est-à-dire qu'on traite tout le temps, on traite même si jamais il n'y a aucun insecte méchant en vue. Donc ça c'est vraiment de la folie. On emploie des tonnes de poison sans raison, systématiquement dans les champs. Donc on a atteint une folie, si vous voulez, dans ce domaine qui est complètement incroyable, alors que justement, ce qu'il faut mettre en place, c'est une agriculture savante, comme dirait Marc Buffunier, hein, qui est un spécialiste de la question, une agriculture qui utilise toutes les connaissances qu'on a sur la façon dont la diversité, alors déjà il faut mettre de la diversité dans les cultures, on met des milliers d'hectares, des centaines de milliers d'hectares avec la même plante, c'est une catastrophe évidemment. Et puis, il faut mettre aussi de la diversité d'espèces, il faut mettre plusieurs espèces différentes au même endroit et jouer sur ces assemblages d'espèces pour contrôler les espèces qui nous dérangent. Alors, je voudrais rebondir sur ce que tu évoquais sur la toxicité au nanogramme. Là, on est en train de parler de la classe de pesticides les plus controversés, les néonicotinoïdes, qui à une époque ont été en grand débat, dont la réautorisation dans certains cas particuliers a causé encore des débats énormes, mais qui globalement ont été à un moment interdits en tant que classe d'insecticides. Est-ce qu'on peut parler de ces microdoses, ces nanodoses, et comment est-ce qu'on a pu découvrir l'impact de doses aussi extraordinairement petites? Ça c'est des travaux de physiologie qui ont été faits. Je voudrais quand même dire une chose, c'est que effectivement les néonicotinoïdes sont effroyablement efficaces et il faut les bannir, ça c'est clair. Maintenant, il y a d'autres trucs comme les herbicides qui sont moins toxiques à très faible dose, mais on en met tellement que finalement, quand les études qui ont été faites sur les effets des pesticides montrent qu'actuellement, sur les insectes, les herbicides sont largement aussi toxiques que les autres. Hein. Parce que, évidemment, on met tellement de Roundup partout, alors que le Roundup est toxique lui aussi. Et d'ailleurs, quand je dis le Roundup, hein, c'est que dans le Roundup, il y a du glyphosate, et qu'il y a tout un débat sur le glyphosate, mais il ne faudrait pas parler du glyphosate, il faudrait parler de Roundup, parce que le glyphosate, il n'est pas tout seul, et il y a d'autres trucs qui rendent les choses encore plus toxiques dans le Roundup. Mais en tout cas, voilà, ces produits-là, il y en a de telles quantités qu'ils arrivent à être aussi mauvais que les néonicotinoïdes sur l'ensemble de la faune. Donc dans le triptyque
herbicides, fongicides, pesticides, hein, pour les plantes, les champignons et les insectes. En vrai, il faut considérer les trois globalement. Absolument. Les absolument. trois et ceux qu'on ne connaît pas, parce que là, ça fait partie des recherches qui sont en train de pointer. Ces produits ont une rémanence très forte, c'est-à-dire qu'ils ont un temps de vie dans le sol, dans l'eau, longtemps. Ils se dégradent, et en se dégradant, ils se recombinent. Et en se recombinant, ils forment des molécules qui sont encore pires que les premières. Et ça, c'est des travaux très récents qui sont en train d'aboutir et de prendre un petit peu de poids, qui l'ont démontré. C'est des choses qui sont vraiment dingues. On joue aux apprentis sorciers et on est en train de se prendre le levier en retour de manivelle. Et ils voyagent aussi, si je comprends bien, en fonction des ruissellements. Le principe qu'expliquait Pierre-Henri, les semences enrobées, c'est à peine 20% de la substance qui va être intégrée par la plante quand elle pousse. Le reste, 80%, ça part en ruissellement, ça s'infiltre dans les sols, dans les nappes phréatiques, dans les milieux aquatiques, partout. Et si bien qu'on en retrouve dans nos urines, etc. Il y a plein de tests qui ont été faits récemment et qui montrent que l'homme est finalement une cible finale de ces gentilles petites molécules. Alors à ce stade, un petit rappel historique. Hein, la question des insecticides est une question majeure même dans l'histoire des mouvements écologistes. On dit souvent que le premier livre d'écologie politique, c'est l'ouvrage de Rachel Carson, ici, Printemps silencieux, c'est le tout début des années 60, et c'est le grand manifeste contre l'usage du DDT et de ses dérivés et de ses variantes qui à l'époque étaient extrêmement utilisées. Alors l'ouvrage se concentre surtout sur l'usage aux États-Unis, mais à l'époque c'était partout dans le monde. Un petit commentaire sur le DDT, Stéphanie? Non, parce que là, je pense que le débat actuel, il est un petit peu différent, si tu veux. Voilà, DDT, d'abord. Oui. Après, ils ont été interdits partout, hein, ça a été les grands combats. Si tu veux. Pardon, oui, vas-y, Pierre-Henri. J'ai deux petits commentaires à faire sur cette histoire. La première, c'est qu'effectivement, la pauvre Rachel Carson, si elle voyait ce que ça a donné, on a interdit le DDT, mais on a mis encore pire à la place, elle serait désespérée. Bon, ça, c'est un premier point. Et le deuxième, c'est qu'une des choses qui a convaincu que le DDT, ça posait vraiment des problèmes, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il s'accumule dans des chaînes trophiques. C'est-à-dire, en écologie, on a des producteurs primaires qui sont les plantes, et puis il y a des machins qui mangent les plantes, et puis des machins qui mangent les machins, etc. Donc des chaînes trophiques. Et plus on est haut dans la chaîne trophique, plus on accumule ces produits. Et ça, c'est catastrophique, parce que ça veut dire que quand vous traitez, vous empoisonnez un insecte, et ben vous allez empoisonner encore plus le machin qui mange l'insecte. Et donc c'est pour ça que c'est catastrophique de continuer à employer des pesticides de cette façon, parce que non seulement on tue les insectes qui nous embêtent comme les pucerons, et la preuve qu'on ne les tue pas tant que ça, c'est qu'effectivement ils continuent à attaquer les betteraves dès qu'on ne traite pas, mais surtout on tue encore plus les machins qui mangent les insectes, c'est-à-dire les trips, les coccinelles, etc. Donc il faut absolument arrêter ce jeu idiot, parce que ce qu'on a vu avec le DDT, cette accumulation dans les chaînes trophiques, c'est que ça a fait du bruit quand on a commencé à retrouver du DDT chez les dauphins, et actuellement, vous savez qu'il y a des cétacés qui sont absolument plus du tout comestibles parce qu'ils sont pleins de DDT, enfin de pesticides, parce que justement, des choses s'accumulent dans les chaînes trophiques. Donc je pense qu'il faut bien se rendre compte qu'en empoisonnant comme ça tout le monde, on empoisonne encore plus les trucs qui nous sont utiles. Donc vraiment, c'est une course folle et une course où on a perdu d'avance. Samuel, parlons-nous un peu de l'OPI et du genre d'activité qu'a l'OPI face à cette situation. Alors, l'OPI, c'est une association nationale de protection de la nature, spécialisée sur les insectes. Avec 50 000 espèces à défendre, ça nous fait déjà assez de boulot comme ça. On est né en 1969, porté par des entomologistes professionnels. Les entomologistes, c'est ceux qui étudient les insectes, qui étaient essentiellement à l'INRA, qui partaient du principe qu'on ne parlait d'insectes que comme des ravageurs ou des nuisibles, et qu'il fallait absolument pouvoir avoir une structure capable de parler des insectes et de montrer la place essentielle qu'ils ont dans les écosystèmes et tout l'intérêt qu'on a à les considérer et à les protéger déjà à l'époque. Donc à cette époque-là, ça paraissait un peu saugrenu, les premiers de l'association ont eu un peu de mal à se faire entendre. Maintenant, quand je raconte ça, la plupart des gens opinent du chef et ont bien intégré le fait que les insectes sont vraiment hyper importants autour
autour de nous. Un travail de lobbying positif en faveur des insectes. Voilà, bon, l'actualité nous a aidés aussi, hein, malheureusement, il faut bien dire les choses. Et puis donc on a deux axes principaux qui sont toujours les mêmes depuis 50 ans. C'est d'un côté avoir une capacité à être une structure experte, conseil du ministère, du muséum, etc., à mener des inventaires au niveau national pour porter la connaissance, participer aux listes rouges, enfin tout ce qui sert à alimenter le débat public. Et puis de l'autre côté, à être moteur de sensibilisation, de pédagogie. On a maintenant une belle maison des insectes à Carrières-sous-Poissy, qui est un équipement porté par le département des Yvelines, où on peut accueillir le grand public en permanence, lui montrer des insectes vivants, des insectes tropicaux pour la plupart, qui sont impressionnants, très colorés, et pouvoir parler avec eux et essayer de chasser petit à petit les idées reçues, parce que finalement, nos concitoyens ont beaucoup d'idées reçues autour des insectes, et c'est vraiment un enjeu pour nous que de les rendre plus sympathiques et de montrer les côtés intéressants. Voilà, donc après on a des moyens d'action. Je t'interromps pour citer le commentaire sur le chat du stream d'un commentateur qui nous dit « Le lobby des insectes vaincra ». Tu vois que tu as des soutiens. Mais on y croit, hein. De toute façon c'est vraiment un combat qui nous tient à cœur, et LOPI, c'est plus de 2000 adhérents en France, une équipe hyper professionnelle d'une 30aine de personnes, et qui est très motivée pour porter le discours autour des insectes, et je crois qu'on fait des belles choses quand même. Ça fait plaisir d'entendre. Alors, chers amis, on a beaucoup parlé des pesticides, mais il y a aussi ces autres causes que j'aimerais bien qu'on aborde, et pour lancer le débat, je prends un autre commentaire ici qui comment se débarrasser des espèces invasives telles que les moustiques tigres. Est-ce que c'est un sujet, les espèces invasives, et qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Alors, peut-être... Allez Stéphanie. Je me lance. Alors, les moustiques tigres et autres qui sont vos vecteurs de Zika, chikungunya et autres dingues, qui sont des maladies malgré tout tropicales, il y a un vrai problème. Où est-ce que ça se reproduit? Le moustique, il aime bien l'eau. Et le grand lieu de reproduction des moustiques, ce sont les pneus, souvent. Les pneus? Oui, parce que vous savez, dans les jardins, les gens, ils aiment bien réutiliser leurs pneus, les peindre en blanc, mettre leurs fleurs dedans. Mais alors, excuse-moi, comment faisaient les moustiques avant que... Mais ils se reproduisent... Mais attends, parce que voilà où est-ce que je veux en venir. Et c'est que dans un pneu, tu as toujours de l'eau. Tu peux toujours essayer d'enlever. Et les pneus, normalement, une fois utilisés, ils doivent être détruits au niveau international. Sauf que les gens l'utilisent comme parbattage. Et tu vois, comme parbattage sur les bateaux. D'accord. Et donc, ces moustiques, tigres et autres qui sont dans les parbattages, dans les pneus des bateaux qui servent de parbattage, eh bien, ils se disséminent dans tout le monde entier. C'est comme ça qu'on peut très bien les suivre, en fait. Les arrivées de maladies Zika en Polynésie, au Brésil et tout ça, c'est venu gentiment par bateau, dans des pneus, par exemple. Oui, c'est un peu plus précis que ça. En fait, le début de l'invasion du moustique tigre, il y a des gens qui ont travaillé dessus, c'est absolument fascinant. En fait, c'est effectivement dans des pneus qu'ils ont voyagé au début. C'est un moustique qui est originaire des forêts tropicales d'Asie. Son milieu de développement, c'est ce qu'on appelle un dendrome, enfin le mot m'échappe, en fait c'est juste le creux entre deux branches rempli d'eau de pluie et sans autre matière organique que ce qui peut tomber dedans. Forêt tropicale d'Asie, c'est quoi? Malaisie Oui, dans ces zones-là. Donc son milieu de développement, c'est ça, c'est une toute petite flaquette avec quasiment rien à manger dedans. La guerre du Pacifique, c'est fini. Encore un des héritages de la Deuxième Guerre mondiale, en fait. Tous les matériaux militaires, avions, camions, etc., avec plein de pneus en réserve, ne servaient plus à rien. Donc, du coup, c'est des pneus qui ont été exportés partout dans le monde comme pneus d'occasion pour l'agriculture.
Et c'est comme ça que le moustique tigre a effectivement conquis toute la planète à l'intérieur des pneus. Mais maintenant en France, la problématique, c'est plus vraiment les pneus, c'est plutôt tous les petits récipients qu'on peut avoir partout dans nos jardins, autour de nous, parce que le moustique tigre, c'est vraiment un commensal de l'homme en fait. Dans les milieux naturels en Europe, il tient pas, il a pas sa place. Mais d'accord, soit il est dans son milieu original, milieu tropical asiatique, soit on le retrouve dans les zones urbaines, parce qu'il y a plein d'endroits où l'eau stagne, un animal liminaire, comme on dit parfois, qui vit dans la périphérie de l'habitat humain. Tout à fait. Et c'est vraiment ça qui le rend très difficile à suivre et à combattre, puisqu'il pose quand même des vrais problèmes de santé publique. C'est qu'il est au cœur de nos habitations. Avec plein de gens qui font des cultures de moustiques tigres sans s'en rendre compte. C'est ça. Exactement. C'est ça. Et donc, alors, je ne sais pas si, pour lutter contre, aujourd'hui, alors peut-être que vous avez d'autres... Moi, je suis restée à certaines expériences, par exemple, sur de phéromones pour les attirer, par exemple, par soit des insectes, soit des produits qui les attrapent et qui les font disparaître. Mais peut-être qu'il y a d'autres... Le meilleur moyen, c'est de lutter contre les gîtes larvaires, en fait. Mais ça, c'est très compliqué. Que dit Pierre-Henri ? Oui, il y a quand même quelques pistes intéressantes. Il se trouve qu'il y a des bactéries qui sont spécialisées dans le fait d'infecter les insectes et de leur faire des gros dégâts. Ça s'appelle des Wolbachia. Et donc, il y a des gens qui font des recherches, par exemple, très intéressantes au CNRS, à Montpellier en particulier, sur ces Wolbachia et sur la manière dont on pourrait contrôler un peu ces moustiques en utilisant ces bactéries. Il y a aussi des recherches totalement folles qui consistent à essayer de mettre en place des constructions génétiques qu'on met dans les moustiques et qui envahissent l'espèce et qui l'amènent à s'éteindre. Alors ça, c'est quand même extrêmement dangereux parce que pour moi, on n'a aucune preuve que si on fait ça, ça ne passera pas à d'autres espèces. Et donc, on ne risque pas de créer des désastres écologiques en ayant essayé de résoudre un problème. Oui, c'est le forçage génétique, c'est comme ça, n'est-ce pas, qu'on appelle ça, le forçage. Forçage génétique. Alors, le moustique tigre, donc espèce invasive. Est-ce que, alors on sait que dans l'IPBES et autres espèces invasives, c'est l'un des grands piliers des fondements des espèces en général. Est-ce que pour les insectes, c'est un vrai enjeu, les espèces invasives? Je vois Stéphanie qui opine du chef. Oh oui, mais je pense que Samuel est... Moi, j'ai un discours plus nuancé là-dessus parce que les espèces invasives, c'est des espèces invasives authentées aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous dit que dans 100, 200 ans, 1000 ans, ce ne sera pas des espèces qui auront trouvé une place tout à fait juste dans l'écosystème de ce moment-là? Bon, il y a forcément des gros problèmes de compétition sur certains, mais typiquement, le moustique tigre, il pose aucun problème à la biodiversité. Il prend la place de personne. Il pose problème à l'humain, point barre. Le frelon asiatique, le frelon à pattes jaunes, comme on devrait l'appeler, il a été un peu bouc émissaire. Ça fait partie de cette fabrique du doute dont parlait Pierre-Henri. Ça a permis de mettre un voile de pudeur sur les pesticides au moment où le frelon asiatique est apparu en France. Il est extrêmement agressif quand il est dans une zone de colonisation. Une fois qu'il est installé, qu'il n'est plus dans sa zone de colonisation, son impact est moindre. Bon, alors ça pose toujours un problème sur les zones de ruches parce que quand il y en a proche, effectivement, ils sont assez voraces et efficaces pour décimer les abeilles. Et comme les abeilles sont en mauvais état, elles ont beaucoup de mal à se défendre. Mais en dehors de cette problématique-là, une fois que l'équilibre est revenu, qu'il n'est plus dans une phase invasive, finalement, les études qu'on tend à mener en ce moment, et le muséum est très à la pointe là-dessus, ne montrent pas de choses alarmantes, en fait. Alors, pour continuer sur l'ensemble des causes et des choses à passer en revue, sur les questions de pollution, qu'est-ce qu'on peut dire, hein, pour les insectes, on cite souvent la pollution lumineuse, avec ce débat éclairage classique, éclairage LED. À une époque, je croyais naïvement que le fait de passer du classique au LED était un avantage pour des questions énergétiques et aussi de biodiversité. Mais au moment où quand on a travaillé là-dessus à l'Office parlementaire scientifique et qu'on a préparé la note
présenté par la sénatrice Annick Jacquemet sur le déclin des insectes, j'ai appris à l'occasion que parfois l'aide se retrouve pire que l'éclairage classique. Oui, c'est des données assez récentes aussi qui ont été étonné tout le monde parce que on avait un peu d'espoir là-dessus, mais non. La pollution lumineuse, c'est un véritable problème et c'est un problème qui se rajoute sur les autres en fait. Donc les écosystèmes sont en mauvais état, les milieux de vie des insectes ont été complètement dégradés, la pollution par pesticides est partout. La pollution de l'air, j'imagine, pollution classique, urbaine et autres. Ça, c'est beaucoup moins pesant pour eux. Une partie des insectes est très polluosensible et va être sensible à un apport de matière organique, à certains composés et va disparaître très vite et a besoin de milieux très propres. Mais d'autres sont beaucoup plus plastiques et n'ont pas ce genre de sensibilité. Par contre, là, ils sont tous égaux face au problème de la chimie. Et les questions d'artificialisation des sols et de consommation d'espace qui sont souvent citées comme parmi les causes majeures de disparition des espèces en général. Est-ce qu'on peut dire que ça joue pour les insectes ou... Énormément. Énormément. Si on parle simplement des insectes aquatiques, ces 50 dernières années, plus de la moitié des surfaces de zones humides ont disparu en France. C'est la moitié des espaces disponibles pour les insectes pour se développer. Pour les libellules. Pour les libellules. Les fameux no-libellules chéries. Pour les éphémères, pour plein d'autres insectes qui sont hyper importants dans cette chaîne trophique du milieu aquatique. Et ça, c'est vraiment des enjeux énormes que de pouvoir préserver les zones humides qui, en plus, sont fortement dégradées par la pollution. Alors, si maintenant, après tout ce constat, on a parlé de causes, on a parlé de conséquences, on va peut-être un petit peu plus sur les conséquences, si on veut se lancer dans un peu de politique fiction, de science-fiction, utopique ou dystopique. D'abord, si l'effondrement continue, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir du côté des insectes comme conséquences pour les chaînes trophiques, pour les humains, pour l'économie, pour la société? Mais vous pouvez aller sur Internet et vous tapez drone abeille Walmart. Drôle, abeille, Walmart. Walmart, c'est un grand magasin. Voilà, le Walmart. magasin. Et vous allez avoir toute la collection de robots abeilles pour aller... remplacer les abeilles qui meurent. Oui, monsieur. On est mal barré. On est mal barré. Après ce petit instant de flash dystopique, est-ce qu'on peut parler de la version plus utopique dans laquelle on arrive à redresser la barre? C'est quoi les solutions? C'est quoi les changements? Des techniques, des produits, des comportements, des façons de faire? Allez-y, de la haute technologie ou de la basse technologie. Comment on se sort de ce pétrin, chers amis, collectivement, dans lequel on est tous embarqués? Pierre-Henri, tu as une petite idée? Bon, on est en période électorale. Oublie dis ce que tu as sur le cœur. Je pense qu'effectivement, il faut changer notre vision de notre société dans ses rapports avec la nature. Et ça suppose quand même de vrais changements de philosophie de ce que c'est qu'une société humaine. Tant qu'on laissera un système économique fou gérer tout le système et la nature. Ah, il y a des gens dans le chat qui vont être contents de t'entendre sur ce point, vu des commentaires voilà, que j'ai vu passer. J'espère que tous les candidats qui ont compris l'importance de ça vont faire ce qu'ils pourront pour qu'on arrête cette folie. Voilà. Ah, ça va. Sur ces mots, je vais vous laisser. Sur ces mots, cher Pierre-Henri, nous te remercions infiniment d'avoir pu te rendre disponible pour cette visioconférence en tant que notre invité exceptionnel. Nous te reverrons certainement très bientôt et nous continuons avec nos deux autres invités exceptionnels, Samuel et Stéphanie. Alors, sur la partie utopique, les solutions, la façon de revenir à bon port. J'espère qu'elle n'est pas si utopique que ça. J'espère qu'effectivement, on va réussir à passer le cap et réduire drastiquement tout cet apport de pesticides. Les insectes, en fait, ont
énorme talent d'avoir une capacité à reconquérir les milieux, à remettre... Il y a de la résilience. Une résilience énorme, voilà. Mais il y a un moment où on tape tellement dans leur capacité, on les affaiblit tellement, enfin ces résultats-là de 75% de la biomasse qui a disparu, si on continue comme ça, on aura vraiment réussi notre coup et les insectes ne seront plus capables de remonter la pente. Ou alors, ça ne sera que des espèces qu'on n'aimerait pas voir parce que forcément, dès qu'on est dans des systèmes dégradés, c'est des espèces opportunistes qui vont en profiter et qui vont, pour le coup, exploser. Et s'il n'y a pas d'équilibre, eh ben, ça pose forcément des problèmes. Attends, faut sortir, là on est dans le cafard au cube, Samuel. Il faut trouver maintenant les perspectives de bien-être, les scénarios dans lesquels on va pouvoir remonter la pente. Stéphanie. Moi, je vais revenir sur ces problèmes de formation et d'éducation. Formation et éducation. Je pense que là-dessus, et je te prie de m'en excuser, mais et je crois qu'on avait déjà parlé de ça, je pense qu'il faut vraiment... alors, bien entendu, éduquer. Pour former, éduquer qui? Alors, à l'école, les sciences naturelles. Tous les alors, c'est citoyens. très bien de savoir lire, écrire et compter, mais aujourd'hui, il n'y a plus de sciences naturelles. C'est-à-dire que les sciences naturelles ne sont absolument plus enseignées. Et les gens... Enfin, il faut bien penser qu'en 2050, 80% de la planète vivra dans des villes. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui n'auront jamais vu un cochon, un animal, une vache, etc. Les gens ne savent pas comment les vaches ont du lait, etc. Mais à un point qui est... Enfin, les poissons panés avec les yeux dans les coins. Voilà, les poissons panés, etc. Bon, à une époque, on parlait nos gamins qui croient que les vaches sont violettes parce que la vache Milka des publicités. Alors, les sciences naturelles à l'école, il faut absolument que ce soit enseigné, bien enseigné. Il faut que les gens aillent sur le terrain. Aujourd'hui, les sorties sur le terrain n'existent plus. Des classes en plein air, classes vertes, classes en forêt, classes en nature? Tous les jours. Moi, j'ai eu la chance à la campagne, toutes les semaines, on allait dans les bois, on regardait ce que c'est. Stéphanie, ministre de l'Éducation nationale, là, on sent que ça va dépoter. Non. Mais il n'y a pas que les enfants qu'il faut éduquer, enfin, qu'il faut former. Il y a aussi les décideurs. Alors, nos collègues qui sont à l'Assemblée nationale, qui sont au Sénat, qui nous gouvernent, tellement peu ont de connaissances. Alors, c'est de notre faute, bien entendu. Ils n'ont pas le temps non plus. Mais je pense qu'il y a une sensibilisation et il faut vraiment qu'on échange là-dessus. Pour bien leur montrer l'intérêt et l'importance que ça a. Je sais que par exemple, je parlais de la zone atelier Val-de-Seine tout à l'heure. Celle sur laquelle travaille Vincent Bretagnol. Voilà. On a réalisé quand même 2 voyages. C'est le domaine de Chizé, c'est ça? Chizé, voilà. Près de Niort. On a organisé, c'était tout à fait passionnant, 2 voyages avec des députés de l'Assemblée nationale pour justement leur dire, voilà, venez voir. Et ça, désolé, mais c'est extrêmement important aussi. Et puis troisièmement, je pense qu'il y a aussi tout un tas de travail à faire avec les formateurs, avec les agriculteurs, c'est-à-dire que l'agriculture aujourd'hui, alors là, tu le sais certainement mieux que moi, hein, je pense qu'on est encore sur des vieilles habitudes, des vieilles... et je pense que notamment tous les travaux qui sont faits aujourd'hui et des résultats qu'on a sur l'agroécologie, et Dieu merci, l'Europe avec le Green Deal et autres est en train aussi de prendre cette voie-là, pourvu que ça dure, mais je pense qu'il y a encore des barrières, et il faut vraiment que ça tombe là-dessus et qu'on puisse vraiment discuter et montrer ce qu'on a à faire. Ça marche, comme je disais, tout ça c'est très résilient. Alors, pour autant, quand on écoute les agriculteurs, ils nous disent qu'il y a eu un gros travail de rénovation de la pratique ou qu'ils ont été sensibilisés à l'idée d'utiliser le moins possible de pesticides et ce genre de choses. Est-ce qu'il faut entendre que la révolution doit être plus profonde ou qu'on ne donne pas les moyens
que la société ne donne pas les moyens ni le modèle économique de l'agriculture permettant de mettre en œuvre ce qu'il faudrait réellement? Je pense que le modèle économique, il est très important. Enfin, l'agriculture, c'est que, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est quand même les agriculteurs, ils en bavent en ce moment. C'est un métier extraordinairement sous pression. On a eu la commission des affaires économiques avant-hier encore, on a écouté un témoignage poignant sur un suicide d'agriculteurs, le genre de choses qui nous Et je pense qu'il faut redonner un petit peu une vision, il faut redonner de l'espoir. Peut-être qu'il y a une autre agriculture qui est possible. Et c'est vrai que les conseillers aussi sont pris toujours entre deux feux. Enfin, c'est très compliqué, hein, mais je pense que là, il y a vraiment voilà. Il y a encore énormément de conflits d'intérêts dans la manière dont est pratiqué le conseil aux agriculteurs. Alors, est-ce qu'on peut préciser ça? Qu'est-ce que tu entends par un conflit d'intérêts? C'est-à-dire que souvent, les prescripteurs, pour les accompagner dans leur métier, sont aussi des gens qui travaillent pour les firmes agrochimiques. Donc c'est un petit peu compliqué. Si on est jugé partie de la méthode à utiliser, forcément, il y a un moment où on valorise... Oui, il faut que la personne qui n'a aucun intérêt à ce que le produit soit même utilisé. C'est ça, et puis il faut que les politiques publiques s'engagent. En fait, là, il y a eu un énorme ratage avec l'application de la nouvelle politique agricole commune. Plan Éco-Phyto, on avait beaucoup d'espoir pour qu'un des piliers soit vraiment porté sur les nouvelles pratiques, l'agroécologie, etc. Et ça a été vraiment portion congrue du résultat. Ça, c'est vraiment dommage. Le modèle de notre monde agricole doit évoluer et tout le monde en est persuadé, même les agriculteurs, sauf qu'il y a vraiment une force qui entraîne vers le bas, qui fait en sorte que les choses ne changent pas, qui fait en sorte que ce soit toujours les mêmes intérêts qui soient mobilisés et on n'y arrive pas. Et là, c'est vraiment une problématique liée au lobbying, aux politiques qui n'arrivent pas à prendre de bonnes décisions. Et là, sincèrement, il y a beaucoup de déceptions en ce moment par rapport à ces sujets-là. Et je rejoins Stéphanie sur le fait qu'il faut absolument qu'on arrive à se forger une culture commune autour de la biodiversité, de l'importance de la nature autour de nous, hein, parce que ça va bien au-delà des insectes. C'est vraiment les êtres vivants qu'il y a autour de nous, de la plante, du champignon, des mammifères, des oiseaux, enfin tout ça. On a besoin d'avoir une culture commune autour de ça, de se rendre compte que c'est quelque chose qui nous nourrit, qui nous maintient, dont on fait partie. On s'en est extrait, mais en fait, on en fait réellement partie. Et ça, il y a effectivement un énorme travail d'acculturation, de pédagogie à faire pour tous. Parce que les enfants, c'est souvent la cible, mais c'est une cible qui est trop facile. Ils sont très très vite convaincus. Mais si ce n'est pas les gens qui ont le pouvoir au moment où ça se passe, qui sont convaincus et qui sont sensibilisés, ben, ça n'avance pas. Alors, dans le chat du stream, je lis quelques suggestions ici et là. J'aimerais avoir votre... vous me dites qu'est-ce que vous pensez, genre important, beauf, très important. Alors, je lis replanter des haies. Important, très moyen, important. Très important. Petite anecdote, le fameux puceron qui est sur les betteraves. Le fameux puceron qui a relancé tout le débat sur les néonicotinoïdes pour les betteraves. Son hôte primaire, c'est-à-dire la plante sur laquelle il avait l'habitude de se développer avant, c'était le prunelier. Le prunelier, c'est un arbuste qu'il y a dans toutes les haies de bord de champs, etc. qu'on a. Le prunelier, ça ressemble à quoi ça? C'est un petit arbuste avec des épines qui fleurit blanc au printemps et qui fait des petites boules qu'on appelle les prunelles, avec lesquelles on peut faire une petite gnôle locale, la pousse d'épine, enfin, ce genre de choses. C'est quelque chose qui est bien connu dans les campagnes. Et c'est un arbuste qui est piquant, donc qui servait de délimitation au terrain parce que ça empêchait les gens de passer à travers, mais qui a plein d'avantages pour héberger la faune autour de lui. Alors ça c'était les haies. Je vois ici inciter chacun à créer des zones de refuge biodiversité dans son jardin.
Oui, non? Oui, inciter chacun à laisser un petit bout de nature tranquille. On l'appellera comme on veut, mais effectivement à respecter dans un bout du jardin un endroit où on ne touche à rien et on s'aperçoit qu'il y a plein de plantes et de bestioles qui vont venir toutes seules. Moi, j'habite à Palaiseau. Ça fait 4 ans qu'on est dans notre pavillon. Il y a un coin que je tonds jamais. Et ben, Enfin, un coin... sur quel genre de surface? Je dirais une vingtaine de mètres carrés avec des zones qui évoluent à droite à gauche au gré de mon inspiration. Et ben, cette année, on a une orchidée sauvage qui a fleuri au milieu de cet endroit-là, qui est vraiment réapparue toute seule. C'est vachement gratifiant, enfin, en tout cas pour moi. C'est mieux que si tu avais planifié, voilà, je veux mon orchidée, tout ça, ça c'est sûr. Ça fait plaisir. Je lis moins tondre. Moins tondre. Oui, oui, oui. Moins tondre, oui. Ah, oui. Oui. Moins tondre, il faut des fleurs dans les jardins. Et quand on tond et qu'on a une pelouse hyper rase, la flore ne s'exprime pas. Les abris pour les insectes ne sont pas disponibles. Oui, c'est très important. Alors, labourer sa pelouse, c'est vrai ça? Il faut moins tondre, mais il faut labourer? C'est pas clair. Non. Stéphanie n'est pas, pour le coup, pas convaincue. Oui, moi non plus. Non, Samuel non plus. Bon, dommage. Désolé pour Amérique Obat, qui avait fait une suggestion qui semblait pourtant pertinente. Il y a des tests dans l'Est, notamment, justement, d'agriculture sans labour. Hein. Ouais. Agriculture sans labour. Parce qu'en fait, le labour, c'est quelque chose qui est avec les Romains, etc. Mais avant, on ne labourait pas forcément. Et donc, justement, il y a tout... C'est quelque chose qui est assez pratiqué de plus en plus. Oui, oui. Ne pas oublier, le même Américo Bat nous suggère, ne pas oublier de vider l'arrosoir pour éviter que les moustiques s'y reproduisent. Oui. Et oui. Ah là oui. Là, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Tous les petits endroits où il va y avoir de l'eau qui s'accumule, auxquels on ne pense pas forcément, c'est vraiment des réservoirs à moustiques. Il y a un thème qui revient aussi bien dans cette histoire de jardin que dans la façon de considérer les insectes, c'est qu'il faut éviter de considérer qu'il y a les bonnes et les mauvaises herbes, les bons et les mauvais insectes. Il faut laisser quelque chose de complètement tranquille, sans aucune indication, idée de classement moral. Il faut arrêter de prendre parti, en fait. La biodiversité, en fait, c'est... je vais reprendre l'image que prend souvent Bruno David, qui est le président du muséum, avec la Tour Eiffel. Tour Eiffel, il y a tout le temps des petits boulons qui tombent. C'est pas grave. Il y a un petit boulon qui tombe. C'est pas embêtant si un touriste prend un petit boulon sur la tête? C'est embêtant, mais bon, il y a tout le temps... Mais le jour où il y aura le boulon de trop, tout va s'effondrer. Et ben la biodiversité, c'est pareil. Il y a des choses qui disparaissent, on se dit, oh, c'est pas très grave, il y en a d'autres qui disparaissent. C'est pas bien grave, mais le jour où il y aura l'effet de seuil, c'est-à-dire le boulon de trop et que tout tombera, et ben là, on sera mal barré. Suggestion dans le chat du stream, on fertilise à l'urine. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'urine comme fertilisant? Non, parce que ça peut aussi cramer... Si vous avez beaucoup de glyphosate dans vos urines. Oh là là, charmant, charmant. Non, mais après, c'est comme tout. Il faut arriver à fertiliser avec des choses le plus naturelles possible, si possible en plus en changeant les modes de fertilisation, parce que l'urine est très concentrée en certains produits qui, forcément, si on en met trop, ça va avoir l'effet contraire. C'est une question de dosage aussi. Toujours le même principe, oui. Alors, ça dépend de ce que vous buvez. Et ça dépend de ce qu'on boit. Et si on boit la gnôle de prunelle indiquée par Samuel, peut-être... Oui, mais ça nettoie. Bon, d'accord, ok. On retient aussi de ce que vous disiez qu'un des enjeux majeurs, il y a cette recomposition de paysage, le fait de laisser des territoires en paix, le fait aussi d'aller vers une agriculture débarrassée autant que possible de pesticides, et comme on disait, le trio pesticides, fongicides, herbicides. Alors, il y a eu cette expérience qui est souvent commentée au Sri Lanka, dans laquelle l'ensemble de l'agriculture a été, par la loi, agriculture sans intrants, agriculture de type bio, dans laquelle le gouvernement a dû faire machine arrière au bout de quelques temps. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette expérience? Est-ce que c'est une question de conditions? Est-ce que c'est une question de temps qui a été laissé? Est-ce que c'est une preuve de concept négatif? Comment vous l'interprétez?
Je t'avoue que je ne connais pas vraiment cette expérience. On préparera pour une prochaine séance du Twitch, un retour d'expérience, un Rex comme on dit sur la question sri-lankaise. Alors, sans aller jusqu'à sans parler de cet exemple, qu'est-ce qu'on mène comme recherche aujourd'hui? Pierre-Henri en parlait un peu tout à l'heure. Est-ce que par exemple, Stéphanie, tu peux développer, tu nous en parlais un petit peu aussi avec l'ouvrage, comme agriculture autant que possible, sans intrants, on va l'appeler comme ça, parce qu'on a parlé des seeds pour les questions de biodiversité. On peut aussi parler des engrais pour la question de réchauffement climatique, parce que les méthodes de fabrication d'engrais aujourd'hui, globalement, sont un contributeur absolument non négligeable aux gaz à effet de serre. Alors, moi, j'ai discuté un peu avec Vincent, parce que c'est de Bretagnolles, justement. Pour lui, il dit que ça prend un peu de temps, mais il faut laisser faire la nature. Et qu'au bout d'un moment, les choses s'autorégulent en fait. Donc, comme tu le disais, comme le disait Samuel, replanter quelques haies, avoir bien aménager son terrain, etc. Et puis après, laisser faire la nature. Et ça revient, ça s'autorégule très très bien. Ouais, il y a tout un réseau de fermes qui s'appellent les fermes nature. Les fermes nature. Où les agriculteurs sont vraiment des passionnés de nature et de leur métier d'agriculteur et font tout pour faire redonner de la place à la biodiversité dans leurs exploitations. Il y a un réseau qui est très actif là-dessus dans la Drôme, avec des exemples absolument magnifiques, où ils arrivent à avoir une économie sur leur exploitation tout à fait correcte pour leur permettre de vivre dans de bonnes conditions, et avec en plus l'énorme satisfaction d'avoir un terrain agricole absolument d'une richesse dingue en insectes, en oiseaux, en plantes, etc. Et ils se servent de ça dans tous leurs procédés de production et ils n'en vivent que mieux. Tu me parles de ce réseau, c'est un réseau national, est-ce qu'il y a quelque chose d'international, d'européen? Il me semble qu'ils font des stages, etc. Ils forment énormément. Ils forment beaucoup de gens. Je ne saurais pas en dire plus. On se renseignera, on se renseignera. Alors, Américo Batz fait remarquer que j'ai tronqué sa suggestion quand j'ai parlé de labourer la pelouse. Il s'agissait de labourer la pelouse pour en faire un jardin. Donc en fait, si je comprends bien en vrai, remplacer la pelouse par un jardin en quelque sorte. Oui, il y a d'autres moyens que la labourer. On peut aussi tout simplement remettre une couche de copeaux de bois ou d'apport organique quelconque pour laisser les plantes faire le travail en dessous. Parce que le sol est quand même assez sensible et on a souvent beaucoup pratiqué le labour et pour s'apercevoir que finalement, au bout d'un moment, on stérilisait la zone de labour avec un niveau qu'on appelle le soc de labour, il me semble, qui devient complètement imperméable. 40 cm, ça correspond à quoi donc, maintenant, c'est une zone de sol morte, en fait, où il n'y a plus de vie à l'intérieur. Comment est-ce qu'on mesure la richesse, la vie d'un sol? On parle beaucoup, on n'a pas évoqué aujourd'hui nos amis les vers de terre, qui ne sont pas des insectes, mais qui sont censés aussi jouer un rôle absolument majeur dans la vie du sol, dans l'agriculture. Il y a quelques moyens que je ne connais pas très bien parce que ce n'est pas vraiment mon domaine, mais effectivement, dans un sol riche et vivant, on va trouver une faune très diversifiée, des insectes, des vers de terre, des micro-organismes, tout un tas de choses qui va participer à faire que le sol est un vrai porteur de vie, quelque chose de vraiment fertile. Plutôt que de labourer, il vaut mieux mettre des vers de terre. Ah oui, mais comment tu fais pour mettre des vers de terre? Tu vas... Ce qu'il a dit, mettre des copeaux, tu mets des copeaux, des machins. Souvent, en laissant les sols tranquilles, en fait, petit à petit, la nature reprend sa place. C'est exactement ce qu'expliquait Vincent dans son livre. Ça prend un peu de temps. Ça dépend jusqu'à quel niveau on est allé pour artificialiser la zone, mais en laissant faire, la nature est un précieux allié qui va revenir à la charge et reprendre sa place si tant est qu'elle puisse le faire. Et ça peut aller vite.
Bon, on l'a bien vu là, avec le confinement. Hein, On a vu avec le confinement qu'il y a eu une reconquête de petits bouts ici et là de à territoire. Paris, on a bien vu les oiseaux qui sont revenus, qui ont niché. Là, sur la Seine, actuellement, il y a au moins une dizaine d'espèces d'oiseaux entre les canards, les mouettes, etc. etc. C'est extraordinaire, ça peut aller très vite. Hein. Et alors, oui, mais on les voit, mais comme tu dis, pour les canards, pour ceux qu'on est habitué à repérer, on les voit. Pour les insectes, c'est moins facile à voir, à se rendre compte par soi-même. Oui et non, parce que du coup, justement, pendant le confinement, les gens sont restés chez eux. Ceux qui avaient la chance d'avoir un jardin ou un espace naturel pas trop loin, les ont beaucoup fréquentés, parce qu'en plus, c'était une année où le printemps était absolument magnifique, où tout le monde avait envie d'être dehors au lieu d'être enfermé. Et du coup, les gens se sont un peu intéressés à ce qu'ils avaient sous le nez. Et on a pu voir effectivement beaucoup de gens qui découvraient des insectes qui étaient déjà là, hein, mais qui du coup devenaient visibles. On conduit un programme de sciences participatives avec le muséum qui s'appelle le SPIPOL, suivi photographique. Donc sciences participatives, c'est avec des citoyens qui... Oui, le principe, c'est d'engager les citoyens à faire des récoltes de données sur le terrain que les chercheurs et les professionnels de la nature n'auraient jamais les moyens de faire. Donc de décupler la capacité de prise de données en mobilisant les citoyens. Et donc là, l'idée, c'est de devenir le paparazzi des insectes pollinisateurs avec ce SPIPOL. On a lancé une application. Combien de personnes impliquées Eh ben, au début, on avait un pool de 300 à 400 personnes assez fort. Et là, avec le lancement de cette application au moment du confinement, les participants ont explosé et les gens se sont éclatés avec leur smartphone à prendre des photos d'insectes, à du coup pouvoir les déterminer parce qu'il y a des outils qui leur permettent ça. Et du coup, se rendre compte qu'ils pensaient voir un papillon, une abeille. En fait, ils avaient 30 ou 40 espèces différentes de bestioles dont ils n'avaient jamais eu l'idée dans leur jardin. Et c'est vraiment un outil passionnant parce que c'est... Qui peut participer, je veux dire, il faut mais des urbains aussi Partout où il y a des fleurs et des insectes, c'est-à-dire vraiment partout, sauf dans les endroits complètement artificialisés, mais c'est rare, on peut participer à ce protocole. Vous entendez les streamers, les streameuses, ce vibrant appel à participation aujourd'hui lancé par Samuel pour cette expérience de grande cartographie, si je puis dire, de la diversité insecte. Des pollinisateurs. C'est vraiment le but est de comprendre les grands modes de pollinisation à travers le pays. Un de nos commentaires dit « Il faut collectionner les photos d'insectes comme les Pokémon ». Ah ben oui, les Pokémon sont issus des insectes. Hein, quand on regarde, mais bien sûr. Quand on regarde les bestioles que c'est et puis leurs évolutions et tout ça, c'est vraiment hyper inspiré du monde des insectes. Donc ça joue sur les mêmes cordes. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, je m'excuse. Oui, vas-y. L'intérêt des insectes pour la bio-inspiration aussi. La bio-inspiration, oui. Un petit mot là-dessus. Le biomimétisme et toutes ces questions-là, on a beaucoup étudié. Il y avait un salon il n'y a pas longtemps, Biomimexpo. Elle doit toujours être là à la Villette, à la Cité des Sciences. À la Cité des Sciences, oui. Et il y a des fondations qui se spécialisent sur ces questions-là. C'est vraiment une question très, très intéressante avec énormément de débouchés. Et l'insecte est vraiment une source d'inspiration pour la science, pour l'art, pour l'architecture. Certains bâtiments sont copiés sur les principes des termitières pour notamment les échanges d'air, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui se développe sur la couleur des ailes de papillon, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on les voit et autres. L'armée, le ministère de la Défense est très, très demandeur aussi. Par exemple, ils font un certain nombre de vestes et autres inspirées des insectes. Puis on a oublié aussi la soie. La soie. Alors on voit que
On pourrait passer encore quelques heures dans l'émission à ouvrir tous ces sujets, l'architecture, la soie, les applications aussi bien militaires que artistiques. Nous arrivons cependant au terme de cette émission. Un petit dernier mot, dernier souhait que vous pourriez émettre en direction de nos streamers. Sortez de chez vous. Observez, profitez de la nature et réconciliez-vous avec elle. Commencez la formule au sortir de ce Twitch. Maintenant, vous pouvez reprendre une activité normale. Non, justement. Non, justement. Voilà. Ne reprenez pas une activité normale. Ça dépend de ce qu'on appelle ne regardez normal. pas la télévision. Voilà, voilà. Mais sortez, allez en forêt, ne serait-ce que pour ceux qui habitent à Paris, au bois de Boulogne, au bois de Vincennes. Et même sur les quais de Seine, regardez pendant 1 heure le nombre d'espèces qui vont passer. Faites connaissance avec elles et vous serez surpris. Alors, je vois avant de lever la séance, deux toutes petites questions que je vais vous soumettre. Première question, on va finalement les élever pour les manger, les insectes. Question de petit kiki sur le stream, sur le chat. Oui. La réponse est oui, c'est bien, ça nous suffit. Mais déjà, je veux dire, voilà. pour les poissons... oui, puis c'est une expérience qui date depuis des centaines, voire des milliers d'années. Hein. L'homme a toujours consommé des insectes. Maintenant, effectivement, on en fait de l'élevage. Il y a plein de gens qui réfléchissent à comment les incorporer dans notre alimentation pour remplacer des protéines animales qui sont plus coûteuses à produire. Bon, je pense qu'il y a quand même une barrière qui va rester un petit moment, mais comme substitut pour l'élevage d'autres animaux, c'est quelque chose qui est vraiment une réalité à l'heure actuelle et la France fait partie de ces pays très à la pointe sur ces questions-là. J'en profite pour faire la publicité pour un ouvrage fascinant qui s'appelle Man Eating Bugs, un livre de Peter Bensel et Faith Daluzio, qui recense à travers le monde toutes les expériences possibles de consommation d'insectes par les humains dans différentes civilisations avec différentes recettes, un ouvrage passionnant. Et la dernière question. Aujourd'hui, aux États-Unis, on a des trucs à l'apéritif avec des insectes, mais on n'a pas encore le droit, on n'a pas encore l'autorisation sur le marché français. Ah ben, il me semble que c'est passé très récemment. Ça vient très récemment, nous sommes à la pointe de l'actualité, c'est bien. Et là, la dernière question que je reprends du chat, en ce qui concerne les abeilles, il est intéressant de semer dans les parties non utiles des phacélies et autres plantes à fleurs mellifères. Là, je sens mellifères. Je sens que je ne suis pas complètement au fait de toute la technique qui est là derrière, mais Samuel a une réaction. Alors, préférez des fleurs nectarifères que des fleurs mellifères, puisqu'elles seront plus accueillantes pour la plupart des abeilles et pas seulement pour les espèces mellifères. Et le top du top, c'est vraiment de laisser la nature revenir et de laisser s'exprimer les bandes de graines que contiennent le sol pour que les plantes locales refleurissent et soient vraiment en adéquation avec les insectes qui sont autour d'elles. Tu devrais faire l'émission, dans le temps il y avait l'émission de Michel Le Jardinier, tu pourrais faire la petite émission régulière, peut-être sur Twitch, Samuel Le Jardinier qui vous explique comment faire de la biodiversité. J'ai pas tant de talent que ça en jardinerie. Bon, chers amis, nous arrivons à la fin. Chère Stéphanie, cher Samuel, un immense merci pour votre participation. Merci à toi. Avec vous, on a voyagé dans l'infiniment petit. On a appris en début d'émission que sans les insectes, il n'y aurait pas d'hommes. En fin d'émission, que sans les insectes, il n'y aurait pas de Pokémon. Entre les deux, que les insectes se retrouvaient partout dans l'alimentation, dans l'art, dans toutes les applications. On a bien vu qu'il y en a des changements à faire et des coups de pied à donner dans la termitière, dans la fourmilière, si on peut dire, au niveau des questions de législation, de régulation, de produits qui sont autorisés, d'aménagement du territoire, d'urbanisme, et tant d'autres choses à faire systémiquement pour la préservation, pour éviter la catastrophe, tout simplement. On a aussi bien compris qu'il y a une part de comportement individuel majeur, aussi bien dans la façon d'aménager ou de laisser en paix son jardin que dans l'éducation qu'on doit avoir tous et toutes pour se forger une culture.
Une culture commune et des enjeux communs, c'est bien aussi le but que nous poursuivons dans cette émission Fond Vert. Participant de façon générale à cette chaîne où on essaye autant que possible d'aborder toutes les facettes, toutes les prismes de ce que c'est que l'écologie politique, l'écologie tout court. Et nous approfondirons cela, bien sûr, avec plaisir, avec notre Twitchers, streameuses préférés dans les émissions à venir. Rendez-vous pour la prochaine édition de Fond Vert, jeudi prochain, 18h30. Je vous remercie et voilà. Merci.